Pour le prochain segment de l'épisode de cette semaine, j'ai envie de vous partager mon tout premier mock draft de la saison que je risque en fait de publier sur YouTube. Fait que pour les auditeurs sur YouTube qui se joignent à nous pour cette partie de l'épisode, bonjour. La saison de la Ligue nationale de hockey vient tout juste de prendre fin. On connaît donc l'identité des 16 équipes qui ne vont pas participer aux séries éliminatoires et on connaît donc leur rang de sélection, du moins avant la loterie. Donc pour ce premier mock draft-là, qui va couvrir les 2 premières rondes complètes, je vous parle un peu de mon raisonnement derrière la sélection de chaque joueur du top 16, puis je vais aller en rafale complète là, pour les positions 17 à 65 inclusivement. Sinon, on va être là pour un bout. Je garderai toutefois le tout concis. Je ne vais pas entrer dans les détails de chaque joueur. Je prends pour acquis que vous êtes déjà familier avec ceux-ci. Puis si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller écouter ma vidéo Top 50 sur YouTube où je parle de chaque joueur que je classe présentement, ou que je classais, je devrais dire, Top 32. Mon classement a déjà changé. Et vidéo de leur séquence en bonus. Un coup que la loterie va être faite, je vais refaire un gros mock draft final dans lequel je vais parler non seulement de ma réflexion sur chacun des choix, mais également dresser un portrait, un rapport de chacun de ces joueurs-là, du moins mon rapport d'évaluation finale. Je rappelle que c'est un mock draft qu'on fait aujourd'hui, donc une tentative de prédiction de ce qui va se passer lors de la journée du repêchage, et non un classement personnel. Donc au premier rang, c'est les Sharks de San Jose en ce moment qui repêchent. Le repêchage de cette année il est spécial parce que passé le premier choix, le premier rang, on y retrouve une bonne dizaine de joueurs qui peuvent être classés dans pas mal n'importe quelle combinaison possible, puis il n'y a pas de mauvaise réponse, du moins pas en date d'aujourd'hui. La seule évidence, c'est que Macklin Celebrini va être repêché premier au total, et comme je disais, par les Sharks dans cet exercice. Celebrini, sans entrer dans les détails, c'est le centre que toutes les équipes recherchent. Un joueur qui pourra non seulement être inséré rapidement dans la formation, mais aussi un leader souvent comparé à Jonathan Toews. Et on a même entendu des comparaisons avec Sidney Crosby. Et moi, en termes de stylistique, j'aime bien Nathan MacKinnon comme comparaison et comme plafond. Les Sharks ont plusieurs espoirs talentueux, mais la plupart sont soit plus petits ou unidimensionnels, ou encore des gros bonhommes au plafond plus limité. Celebrini vient cocher pas mal toutes les cases et tous les trous possibles. Je parlais dans un autre épisode qui va être un complément incroyable pour jouer avec Will Smith. En fait, je disais l'an dernier que Smith serait probablement un meilleur ailier que centre, mais présentement, le manque de centre numéro 1 dans l'organisation des Sharks force un peu Smith dans ce rôle potentiel de numéro 1, sauf que de repêcher Celebrini permettrait de soit avoir Will Smith comme deuxième centre de luxe, ou encore de mettre les deux sur la même ligne pour avoir l'excellent jeu d'ensemble et l'instinct de marqueur de Celebrini, jumelé avec la créativité et la vision élite de Will Smith. Ce serait possiblement l'un des duos les plus intéressants à regarder jouer. Puis si les Sharks remportent la loterie Celebrini, je suis très content pour eux parce que c'est exactement le genre de joueur dont ils ont besoin présentement. Pour Chicago, on est qu'au deuxième rang, puis déjà la décision est difficile parce qu'il n'y a pas de consensus. En termes de talent, il fait aucun doute à mes yeux, mes yeux, que c'est Ivan Demidov qui est de loin le meilleur espoir. Lui qui pourrait avoir un plafond en termes de points seulement plus élevé que celui de Celebrini à mon avis. Le duo de Bedard-Demidov serait sincèrement incroyable à Chicago. Mais je suis pas convaincu qu'ils vont aller dans cette direction-là lors du repêchage, du moins pas avec le deuxième choix au total. Le facteur russe demeure un risque, puis le fait qu'il ait évolué dans une ligue junior très faible, puis que les recruteurs nord-américains n'aient pas pu le voir jouer en personne, pourrait le faire reculer de quelques rangs. Plus tôt cette saison, j'étais d'avis que Caden Lindstrom allait sortir top 3 lors de la journée du repêchage. Je crois encore à cette possibilité et que Chicago puisse le repêcher. Lindstrom viendrait ajouter de la robustesse puis du poids à cette attaque-là, composée principalement de petits attaquants, mais son état de santé inquiète toutefois, lui qui a eu une blessure à la main et au dos cette saison, qui a fait rater une trentaine de matchs, en plus de rater le championnat des moins de 18 ans qui approche. Autre chose, c'est que l'an prochain, c'est une cuvée avec beaucoup de gros attaquants imposants. J'en parlais un petit peu tantôt. Chicago
dans la version audio, là, pas la version YouTube. Chicago pourrait sans doute en fait trouver son compte s'il cherche absolument un gros attaquant l'an prochain. Euh, même s'ils ont plusieurs défenseurs intéressants dans leur pool d'espoir, il n'y en a pas beaucoup qui se sont imposés dans la LNH jusqu'à présent. Puis je pense qu'ils pourraient pencher vers un défenseur. Puis le choix logique pour moi, c'est Artem Levchunov. Il est gros, il est droitier, il a des capacités athlétiques incroyables. Il a tous les outils pour devenir un défenseur dominant au prochain niveau. Puis lui et Korchinski pourraient devenir une des meilleures paires dans toute la ligue. Fait que je pense que c'est le genre de joueur dont Chicago a de besoin. Pour Anaheim au troisième rang, les Ducks sont une banque d'espoir impressionnante à tous les niveaux. Ils peuvent vraiment y aller avec le meilleur joueur disponible. Ivan Demidov est encore disponible, ça serait un beau choix logique. En fait, Demidov à Anaheim, ça serait tout simplement hallucinant. J'aime aussi beaucoup le choix de Caden Lindstrom pour eux. Je crois qu'ils rentreraient bien dans leur mentalité d'avoir des gros gars travaillants. J'avais aussi déjà émis l'idée de Berkeley Catton, qui serait vraiment le fun à voir avec les Carter Gauthier, Léo Carlson et compagnie. Anaheim pourrait aussi y aller avec un choix safe à la Sam Dickinson ou encore avec le géant Anton Silayev. Mais je vais quand même sticker sur ce que je dis depuis décembre, puis que Caden Lindstrom va compléter le top 3 de ce repêchage-là avec Celebrini et Levchunov. C'est pas clair encore pour moi qui va sortir en premier entre Lindstrom et Levchunov, mais dans cette simulation, j'y vais avec Caden Lindstrom au troisième rang pour Anaheim. Au quatrième rang, Columbus. Pour leur choix, en fait, je crois qu'ils n'ont vraiment pas le choix d'y aller avec Ivan Demidov. Là. Je dis que le facteur risque et tout ça le fait glisser, mais il est vraiment trop talentueux pour glisser davantage. Puis, pensez-y un instant, Adam Fantilli et Ivan Demidov sur la même ligne, ça serait hallucinant. Évidemment, les Jackets ont d'autres attaquants dans le même style, très flashy, très crafty, mais il n'y a personne qui est au niveau de Demidov. Puis je dirais même qu'il y a plusieurs de leurs espoirs qui déçoivent présentement, puis je suis pas convaincu qu'ils vont atteindre leur plein potentiel. Donc, Demidov, c'est pour moi le choix à Columbus. Au cinquième rang, le choix qui intéresse plusieurs auditeurs, j'imagine. Montréal, qui est malheureusement dans une position difficile, compte tenu que dans cette simulation, Celebrini, Lindstrom, Demidov et Levchunov sont déjà sortis. Probablement les 4 espoirs les plus intéressants, en fait, et qui combleraient, en fait, les besoins de l'équipe. Mais présentement, si vous voulez le meilleur joueur disponible, je suis d'avis que le prochain sur la liste, c'est Berkeley Catton. Sauf que on parle encore d'un joueur de 5 et 10, 5 et 10 et demi peut-être. Ça va un peu à l'encontre de ce que Kent Hughes disait cette semaine lorsqu'il disait qu'il voulait grossir l'équipe. Puis je sais que c'est ça, les partisans seraient tristes de voir un autre petit attaquant, mais c'est vraiment l'attaquant le plus talentueux disponible. Je sais également qu'il y a des partisans qui souhaiteraient voir Yzerman à Montréal. Plusieurs le voient comme un futur marqueur de 50 buts. Mais bon, si vous suivez un petit peu le podcast, vous savez ce que j'en pense d'Yzerman. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Puis si vous ne le savez pas, je vous invite à aller écouter les 3 derniers épisodes. Je pense que je cumule 60 minutes de contenu sur Yzerman. On entend aussi beaucoup le nom de Zane Parekh récemment, que je crois que les partisans apprécient beaucoup. Mais à voir comment Hudson a joué cette semaine, je pense pas que c'est tant une nécessité d'aller chercher un défenseur purement offensif. Je suis pas contre l'idée d'aller chercher un défenseur, ceci étant dit. Mais tant qu'aller chercher un défenseur, j'irais chercher quelqu'un de plus complet. De là pourquoi je disais que Levchunov serait une priorité à aller chercher s'il était disponible. Donc Parekh, j'y crois pas. L'autre nom qu'on entend beaucoup récemment, c'est Tige Iginla. Et ça va être mon choix pour aujourd'hui. Tige Iginla, 5e au total à Montréal. Certes, c'est pas le plus gros, 6 pieds 6, mais il peut quand même jouer un petit peu gros. C'est un gars qui est fort physiquement, qui protège bien la rondelle. J'en ai parlé là, plus tôt dans l'épisode. C'est un excellent marqueur. Il a un style de jeu très pro. Ça serait pour moi une belle pièce complémentaire dans ce top 6-là où
top 9 à la limite, que tu peux bouger n'importe où puis qui va bien paraître. Puis surtout, il est différent de tous les autres joueurs et espoirs que le Canadien a déjà. Il a un beau profil également pour devenir un super bon joueur en série. Puis tu sais, imaginez là, Iginla, Suzuki, Slavkovski comme première ligne, ça serait vraiment nice. Puis d'avoir Caulfield avec Dak et quelqu'un d'autre sur la deuxième, ça serait également très nice. Fait que pour aujourd'hui, Iginla, c'est le choix que je vois. Certains diront que cinquième, c'est peut-être tôt dans son cas, mais je crois que ça pourrait se produire. Je pense plus que réalistiquement, on risque de le voir sortir entre 6 et 10. Mais pour moi, cinquième, c'est pas trop tôt. Pour moi, il y a vraiment un 4 choix, les 4 choix qui sont sortis avant, que ces gars-là doivent sortir top 4. Mais après ça, comme que je disais, les choix entre 5 et 12, ça peut être n'importe qui. Puis, on y arrive. Pour le choix de Salt Lake City, on pourrait prendre un petit raccourci intellectuel puis dire qu'ils vont repêcher Anton Silayev parce qu'ils repêchent souvent des gros espoirs russes. On l'a vu l'an passé avec Dimitri Simachev et Daniel Butt. Mais honnêtement, ça me semble être un scénario très probable. En fait, il se montre une très belle banque d'espoir en ce moment, les Coyotes de Salt Lake City, à la défense, mais je vois pas aucun de ces défenseurs-là devenir un défenseur numéro 1. Bon, ils ont Sean Durzi, certes, mais lui non plus, je pense pas que ça peut être un défenseur numéro 1 dans une équipe gagnante. Donc, je vois pour eux 3 choix ici. Soit y aller pour le home run avec Zane Parek, y aller pour une valeur sûre au upside offensif peut-être plus limité en Sam Dickinson. Ça leur ferait du bien là, d'avoir une bonne base. Ils pourraient aussi y aller avec un entre-deux avec Zeev Bouillum, qui est un peu plus two-way que Zane Parek, mais qui amène également beaucoup d'offensives. Fait que je pense que Bouillum sera un très beau choix ici, un beau choix logique. Mais j'ai mes réserves envers Bouillum pour. Ben, pas envers Bouillum, mais envers l'idée que Salt Lake City pourrait repêcher Bouillum. Dans un premier temps, ils ont tendance à pas repêcher dans la NCAA par crainte que les joueurs signent pas. Bon, à part couler, mais ça a manqué virer au vinaigre. Quoique, maintenant que l'équipe déménage, peut-être que cette tendance-là va changer, mais s'il était demeurant en Arizona, je pense pas qu'il aurait continué de piger dans la NCAA. Puis l'autre raison, c'est que historiquement parlant, ils n'ont pas tendance à repêcher des joueurs de moins de 6 pieds 1, 6 pieds 2 dans les 2 premières rondes. Ils vont souvent pour des gros bonhommes. Fait que je pense que ça se joue entre Dickinson et Silayev. Puis j'aime beaucoup Dickinson. Mais pour le meme, je vais y aller avec Anton Silayev pour le choix de l'Arizona. Silayev que je catégorise comme étant en fait le sosie de la légende Wayne Musselwhite. Au 7e rang, les sénateurs. Ah, les sénateurs! Ça fait mal, en fait, de les faire repêcher au 7e rang. Eux que je voyais en série cette année. En ce sens, je pense que l'heure presse pour eux de repêcher un joueur qui va venir solidifier leur noyau, et ce, assez rapidement. Sam Dickinson, c'est possiblement le défenseur le plus près de la Ligue nationale. Mais il y a encore Zeev Bouillum qui est sur le board. Ou Berkeley Catton qu'on n'a pas parlé encore. Donc selon moi, ça se joue entre ces trois-là, qui sont 3 excellents choix. Il y aurait Zane Parek aussi, même si c'est un projet. Mais je pense que c'est ça. Ottawa a besoin d'un peu plus de certitude. Je pense pas que Parek soit un bon choix pour eux. En ce sens, est-ce que Catton, malgré tous ses atouts offensifs qu'on lui connaît, peut être perçu comme peut-être trop risqué pour eux en raison de son gabarit et tout ça? Il y a également Cole Eisenman, que je pense qu'il serait un excellent choix à ce rang-là aussi. Mais si on parle de certitude, ça coche peut-être pas toutes les cases dans le cas de Cole. Puis, les expériences avec des joueurs comme Debrincat, Tarasenko puis Kubalik n'ont pas été très fructueuses dans le cas des sénateurs récemment. Fait que je pense pas que ça soit si un bon fit que ça. Mais je pense qu'un défenseur two-way, la trempe de Zeev Bouillum, serait très intéressant pour eux. J'y vais donc avec ce choix pour eux. Certes, c'est un autre gaucher, un autre défenseur gaucher, mais des assets, ça s'échange.
Au 8e rang pour Seattle, en fait, il est pour moi une évidence que Seattle se doivent de repêcher un défenseur. Ils ont plusieurs excellents bons attaquants. Matty Beniers, Wright, Furcus, Shala, Rakoff, Neiman, Fisker-Molgard, Goyette, etc., etc. Ils ont aussi d'excellents jeunes défenseurs. Price, même si j'ai mes réserves, Dragicevic, Nelson, Riker. Il y a plusieurs défenseurs très offensifs là-dedans. Donc, bon, on oublie Parek en partant. Je pense qu'il y a de la redondance là-dedans. Mais il leur manque, je pense, leur gros défenseur, mangeur de minutes, tu sais. Puis Sam Dickinson, écoute, c'est le joueur parfait pour eux. Il va remplir ce rôle-là. C'est un leader. C'est le joueur parfait pour débuter une franchise, pour débuter une banque d'espoir. Il y a une belle certitude, un beau plancher, mais également un très beau plafond, je pense. Je le comparais, entre autres, à un hybride entre Weber et Pietrangelo, possiblement en termes de plafond. Seattle, c'est le genre de bonhomme qui fitterait très bien pour eux. Au 9e rang pour Calgary, j'ai le sensationnel Berkeley Catton, joueur que j'adore. C'est le meilleur joueur disponible. Certes, je prédis qu'il va glisser. Un peu même histoire que Zach Benson l'an dernier et qu'on voit chaque année là, avec des plus petits joueurs. Catton, on listait à 5 et 11 à un moment donné, mais là, on le voit sortir à 5 et 10. Puis, selon ce qu'on voit sur la glace, là, je pense 5 et 10, 5 et 10 et demi, c'est plus précis dans le cas de Catton. Fait que c'est ça, je pense que ce serait un merveilleux choix pour Calgary pour remettre cette franchise-là sur la track. Au 10e rang, les Devils du New Jersey. En fait, pour les Devils, j'aurais grandement aimé un défenseur gaucher, surtout, mettons, Sam Dickinson, qui aurait été un complément incroyable à toute la panoplie de défenseurs offensifs droitiers qu'ils ont. Les Devils débordent de talent, puis il est absurde de les voir repêcher à ce rang-là. Ceci étant dit, ils peuvent se permettre d'y aller pour la clôture. Puis, ayant un joueur de la trempe de Jack Hughes déjà dans leur alignement, je crois que le fit pour Cole Eisenman est absolument parfait et c'est ma prédiction pour eux. Vous connaissez mes craintes à l'égard d'Eisenman, pas besoin de le répéter, mais je persiste à dire que sa carrière pourrait beaucoup dépendre de où il aboutit. Je crois qu'aux côtés de Jack Hughes, c'est le scénario le plus favorable pour lui. Puis qu'on pourrait voir Eisenman empoter plus de 40 dans cette formation. En fait, l'exemple que je dis depuis déjà plusieurs mois, Eisenman va connaître une belle carrière s'il est repêché par les Devils, puis une moins bonne carrière s'il est repêché par les Highlanders. Au 11e rang, les Sabres de Buffalo. À l'instar des Devils et des Sénateurs, il est absurde que les Sabres soient encore en aussi bonne position pour repêcher. Sont pleins à toutes les positions, surtout à défense à gauche, avec Power, Byram et Dahlin. À l'attaque, c'est très bien. Si vous pouvez mettre la main sur un gros centre de top 6, je pense qu'il pourrait le faire. Mais présentement, je vois un grand chelem qui pourrait tenter ici. Puis c'est avec Zane Parek. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de défenseurs droitiers dans leur pool. Puis avec déjà Dahlin, Byram, Power, imaginez de rajouter Parek à ça. Ça serait tout simplement incroyable. Donc, Zane Parek, 11e rang à Buffalo. Au 12e rang, pour les Flyers, je prédis un gars qu'on voit déjà monter sur les listes, mais qui risque de sortir tôt lors du repêchage, simplement par le fait que c'est un centre assez gros, puis il n'y en a pas une tonne dans le repêchage. Et dans leur cas, ça remplit beaucoup de critères. En fait, ça remplit un besoin criant. Donc, Michael Hage, c'est le choix que je vois pour eux. En fait, j'ai beaucoup vanté Hage récemment. J'aurais aimé, c'est sûr, un gars comme Green Tree, mettons, dans le top 10 ou même pour eux. Mais il y a tellement de talent dans ce range-là, je sais pas lequel choisir. Puis la raison, c'est sûr, comme je disais, pour laquelle je prédis Hage pour les Flyers, c'est simplement parce que ils n'ont pas de gros centres dans leur pipeline en ce moment. Du moins depuis la perte de Cutter Gauthier. Puis Hage, en ce moment, sur le board, c'est le seul qui peut vraiment venir remplir ce rôle-là, je crois.
Il y a le patin puis le jeu défensif également pour venir patcher les lacunes de Matvei Michkov. Mais il y a également le lancer et la créativité pour également feeder Michkov. C'est peut-être tôt pour Age si on compare avec les listes qu'on voit, mais il a connu une fin de saison incroyable. Puis, comme je disais, il va y avoir de la demande pour les centres au bon gabarit le jour du draft. Ne soyez pas surpris de le voir sortir aussitôt que ça, peut-être même plus tôt encore. Au 13e rang, pour Minnesota, il reste un choix évident sur le board, là. Konsta Helenius. Possiblement l'un des joueurs les plus sous-estimés du repêchage. Certes, ça ne règle pas leur problème de grosseur, puis c'est une des raisons pour lesquelles Helenius pourrait baisser un petit peu. Mais c'est ça, Helenius peut jouer autant au centre qu'à droite. Il va apporter du jeu cérébral sur 200 pieds. Je pense que ça rentre bien dans la philosophie du Wild. Ça va être un gars qui va être plug and play d'ici maximum 2 ans. Je pense que c'est vraiment un très beau choix pour eux. Désolé là, si je sonne bizarre puis que ma voix a l'air de vouloir lâcher. Je pense que je suis en train de faire une bronchite ou de quoi de même, mais bon, il faut ce qu'il faut. Les mock drafts, c'est sérieux. Au 14e rang, pour les Sharks, avec Celebrini qui ont repêché au premier rang au total, pardon, qu'on ajoute à ça là, les Will Smith, Eklund, Musty, Bordelot, Altunen et compagnie, l'avenir des Sharks est brillant à l'attaque. Leur défensive aussi est intéressante avec, Addison, Thrawn, Mukamadulin, Havlid, Cagnoni, Polkam. Mais plusieurs ne sont pas imposés encore dans la LNH. En fait, il y a seulement Addison et Thrawn qui jouent dans la LNH en ce moment. Fait qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, même si sur papier, c'est très beau. Puis, ils n'ont pas beaucoup de défenseurs droitiers de premier plan dans leur pipeline. Donc, je vois un choix évident qui pourrait être un énorme riser la journée du repêchage. Et je vois Carter Yakimchuk à ce rang-là. Un super beau phénomène offensif pour aboutir à San Jose. Il est gros, il est droitier, très offensif. Mauvais défensivement, mais physique. Ça serait une très belle addition à cette banque d'espoir. Un genre de prospect qu'ils n'ont pas en ce moment. Puis que je verrais très bien là-bas. Pour Détroit, au 15e rang, il y a un nom sur le board qui crie Détroit. Pour moi, c'est Michael Brandsegg-Nygard. C'est le genre de joueur que Détroit aime repêcher dans les dernières années. T'sais, il est complet, il est fort, il est rapide, il joue déjà contre des messieurs. On l'a vu là, avec les Casper, Danielson, tout ça. Ils veulent des gars là, qui vont pouvoir jouer là, assez rapidement dans le show, puis qui vont apporter un jeu sur 200 pieds. Puis c'est ça, le fait que Brandsegg-Nygard joue déjà contre des messieurs, je pense qu'il pourrait faire le saut relativement rapidement dans la ligue. C'est déjà un gros bonhomme à 6 pieds 1, gros patin, il est fort, il est déjà bon défensivement. Il y a un lancer, pardon, je n'arrache, un lancer qui appartient à la Ligue nationale. Fait que pour moi, c'est un choix là, qui est clairement identifié Détroit. Sinon, il y a Liam Greentree ou Beckett Seneca qui seraient 2 choix très intéressants pour eux. Mais bon, les lacunes en termes de patin et tout ça fit peut-être moins dans la philosophie de Détroit. C'est qu'il y a une équipe quand même aussi très rapide. Brandsegg-Nygard, il a un excellent coup de patin. Donc pour moi, c'est le choix évident. Au 16e rang, c'est ça. Les Blues ont cruellement besoin de défenseurs. Mais là, avec les Yakimchuk et compagnie qui sont déjà sortis, il reste trop de bons attaquants avant de tomber au prochain range de défenseurs, je dirais. T'sais, pour moi, c'est encore tôt là, pour tomber dans les Harrison Brunik. Il y a peut-être Adam Jiricek qui serait intéressant à ce rang-là. Mais c'est ça, je pense qu'il y a trop des bons attaquants pour passer par-dessus. Puis ils ont 2 choix ou 3 choix de deuxième tour qui seraient des belles opportunités pour eux pour lancer des dards sur des excellents défenseurs. C'est sûr qu'ils pourraient aller chercher soit des Alphonse Frey, Ben Denford, E.G. Emery ou Aaron Kiviyariou. Il y a tellement de défenseurs classés en deuxième ronde qui pourraient au final être des défenseurs top 4. Fait que moi, pour Saint-Louis, je repêcherais le meilleur attaquant disponible avec leur premier choix. Puis j'attendrai en deuxième ronde pour lancer des dards sur des défenseurs. Donc c'est ça, ils n'ont pas le choix d'y aller avec le meilleur attaquant disponible qui est, à mes yeux,
Liam Greentree, grand ailier, très agile, très offensif. Donc c'est ça, c'est mon choix pour Saint-Louis. Donc ça complète le top 16. Pour les choix 17 à 65 inclusivement, je passe ça en rafale, sans justification. L'exercice a certes été un peu moins rigoureux que pour le top 16. Mais donc c'est ça, prenez ça avec un grain de sel. Puis il y a possiblement même des joueurs oubliés. Peut-être même des joueurs que je vais nommer 2 fois, on le sait pas. Fait que c'est ça, mais mon mock draft final que je vais sortir avant le repêchage va être beaucoup plus complet et précis, je le promets. Et avec des vidéos des joueurs et mes rapports de repêchage. Donc, suivez ça. Donc, 17 pour Washington, Beckett Seneca. 18 pour les Islanders, Trevor Connelly. 19 pour Vegas, Sacha Boisvert. 20 pour Chicago, Adam Jiříček. 21 pour LA, Igor Chernyshov. 22 pour Nashville, Dean Letourneau. 23 pour Toronto, Sam O'Reilly. 24 pour Anaheim, Andrew Basha. 25 pour Colorado, Harrison Brunick. 26 pour Ottawa, Dominic Bedinka. Bedinka, désolé, je l'ai manqué. 27 pour Montréal, Matvey Gredin. 28 pour Caroline, Tarek Parashak. 29 pour Calgary, Marek Vanacker. 30e pour Philly, Nikita Artamonov. 31 pour Dallas, Jesse Pulkkinen. 32 pour les Rangers, Charlie Elick. 33 pour San Jose, Alphonse Frey. 34 pour Chicago, John Mustard. 35 pour Anaheim, Cole Baudouin. 36 pour Columbus, EJ Emery. 37 pour Winnipeg, Colton Roberts. 38 pour Salt Lake City, Yegor Sourin. 39 pour Ottawa, Henry Muse. 40 pour Seattle, Jet Luchenko. 41 pour Calgary, Ben Danford. 42 pour San Jose, Aaron Kiviariou. 43 pour Buffalo, Ryder Ritchie. 44 pour Pittsburgh, Luke Misa. 45 pour Minnesota, Emil Hemming. 46 pour Pittsburgh, Taron Smith. 47 pour Détroit, Tanner Howe. 48 pour Saint-Louis, Spencer Gill. 49 pour Salt Lake City, Stian Solberg. 50 pour Islanders, Raoul Boilard. 51 pour Philadelphie, Julius Miettinen. 52 pour Washington, Will Skahan. 53 pour Nashville, Teddy Stiga. 54 pour Chicago, Maxime Massé. 55 pour Nashville, Lucas Peterson. 56 pour Saint-Louis, Cole Hudson. 57 pour Edmonton, Matvey Shuravin. 58 pour Montréal, Justin Poirier. 59 pour Anaheim, Viti Vesainen. 60 pour Nashville, Thomas Galvas. 61 pour Caroline, Miguel Marquez. 62 pour Chicago, Leon Mugli. 63 pour Salt Lake City, Luca Morelli. 64 pour Calgary, Adam Yeko. Et pour conclure la deuxième ronde, 65 pour Seattle, Léo Saline Wallenius. Donc voilà ce qui conclut mon premier mock draft de la saison. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains, qui devraient être plus détaillés comme je le disais. Puis pour les gens sur YouTube, ne manquez pas les épisodes audio. Ma voix sonne pas tout le temps comme ça. Les épisodes audio qui sont disponibles sur presque toutes vos plateformes préférées. Merci.